Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Encore une fois, bonjour à tous. Avant toute chose, nous allons nous tenir debout, afin de débuter notre cérémonie avec l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix en peuplons, parle la peur, nous bâtirons un pays où nous gardons dans la paix citoyen. Entre nous, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ensemble et nous assurerons car en l'heure 30 juin au nous soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bien avant toute chose, très chers invités, en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, en ce jour de la clôture du mois de la femme, le PAC ou la structure du programme d'appui aux albinos a organisé cette activité avec pour thème tous pour la promotion et le respect de la dignité de la femme albinos pour une meilleure inclusion. Avec ce thème qui fait la base de cette activité, mesdames et messieurs, je vous prie encore une fois d'applaudir pour vous-même et pour la présence de tout le monde. Merci. Je vais procéder à la lecture de l'activité ou du programme qui nous attend. Mais avant toute chose, nous allons accueillir nos invités, mais cela sera effectué par la coordonnatrice du PAC, je cite Madame Agnès, que j'invite chaleureusement de passer ici devant sous l'applaudissement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la présence de chacun et de chacune d'entre nous dans ces lieux. Bien avant de prononcer le moment des circonstances, je vais nous accueillir pour nous souhaiter la bienvenue du fait que c'est les BDC Anglican qui nous a accueillis, bien avant que les BDC eux aussi nous accueillent de sa propre manière. Mais nous allons présenter les quelques invités ici présents. Alors, nous demandons au chef de division provinciale de droits humains, ici présent avec nous, qui ne cesse de nous accompagner, de bien vouloir s'élever pour l'accueil. Merci beaucoup. Nous allons demander à la représentante de la chef de division provinciale du genre famille et enfants de bien vouloir s'élever pour l'accueil. Merci. Nous allons demander aux représentants du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, dont le grand Katanga, ici présent, Maître Gaston, de bien vouloir se tenir debout pour l'accueil. Merci beaucoup. Nous allons demander aussi à M. Benoît, qui est le représentant ou le coordonnateur du
bureau de développement communautaire de l'Église anglicane qui nous a accueillis. De bien vouloir cette Nous allons aussi demander au pasteur Jérémy, qui est l'un des intervenants, de pouvoir aussi s'élever pour l'accueillir. Voilà, nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes, tous les membres des structures de la société civile ici présents, Karim Oussama, et sont tous membres du programme d'appui aux albinos de Congo. On peut s'applaudir pour nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Messieurs et dames, les chefs de division provinciale des personnes vivant avec handicap empêché, du genre famille et enfants, ici représentés, de droits humains, ici présents, des affaires sociales empêchées. Honorable et honoraire Viviane Massengo, en route, Monsieur le représentant ou le coordonnateur du BDC anglican, Madame la représentante du directeur des marketing d'Air Solaire Empêché, Madame la représentante des mamans de l'Église anglicane, Mesdames et Messieurs, représentants des structures membres de la société civile du Haut-Katanga, honorables membres du Parlement national et provincial des jeunes, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil provincial de la jeunesse Haut-Katanga, distingués invités et partenaires, chers membres de PAC. C'est avec un réel honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de sensibilisation marquant ainsi la clôture du mois dédié aux droits de la femme, édition 2026, qui est une journée marquant aussi la sensibilisation à la masculinité positive. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires BDC Anglican pour nous avoir offert ces beaux cadres et à la Société d'Air Solaire d'avoir mis la main à la pâte pour que cette conférence puisse avoir lieu et dont leur engagement à nos côtés témoigne d'une volonté commune, bâtir une société plus juste et inclusive. Notre gratitude s'adresse également à l'honorable honoraire Viviane Massengo, notre partenaire de luxe, pour la cause des oubliés de la société qui nous a appelés, qui nous a appuyés avec les pagnes à remettre aux quelques femmes albinos ici présentes, symbolisant ainsi un langage fort et un message d'appel au respect de la dignité de la femme albinos dans la province du Haut-Katanga. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est un appel fort. Tous pour la promotion et le respect de la dignité de la femme albinos pour une meilleure inclusion. Dans notre province, trop de femmes vivant avec albinisme continuent de faire face à la stigmatisation, à l'exclusion, aux violences basées sur le genre et à de nombreuses inégalités. Cela ne doit plus être toléré. La dignité n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. L'inclusion n'est pas une faveur, c'est une obligation collective. Cette conférence se veut un cadre d'échange, de prise de conscience et surtout d'engagement. Engagement des autorités, des partenaires, de communautés et de chacun d'entre nous. Ensemble, faisons en sorte que chaque femme albinos soit respectée, protégée et pleinement intégrée dans tous les domaines de la vie. Je vous remercie. Encore acclamer fortement, s'il vous plaît, pour ces paroles d'encouragement de la part
de la coordonnatrice du PAC, Madame Agnès. Encore une fois, merci de votre présence et merci à Madame Agnès. Nous allons un peu essayer de mouvementer la salle avec un pas de danse qui nous sera exhibé par nos très chères petites filles que j'invite de passer ici devant afin de passer à une démonstration de danse sur vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Sous vos applaudissements, merci. Alors, nous commençons avec le représentant du BDC pour le membre de circonstance. Lorsqu'il se tient debout, j'ai vous prie de pouvoir lui ovationner avec des acclamations. Merci les organisateurs pour nous avoir accordé la parole. Et puisque pour vous présenter quelques lignes du mot de bienvenue dans notre chère diocèse de l'Église anglicane dans ces beaux cadres. Excellence Madame la ministre provinciale des gens, familles et enfants empêchés. Monsieur le chef de division provinciale de personnes vivant avec handicap dans les Hauts-Katanga,
empêchés. Je suis le chef de division provinciale des droits humains dans les Hauts-Katanga. Madame la représentante des chefs de division genre, famille et enfants, distingués invités, chers participants et membres. C'est pour nous un honneur, d'ailleurs un grand honneur, et une grande joie de vous accueillir en ces jours mémorables. C'est mardi 31 mars 2026, à l'occasion de cette conférence de sensibilisation qui est placée sous le thème, comme vous le savez tous, la promotion et le respect de la dignité de la femme albinos pour une meilleure inclusion. Je voudrais dire que votre présence témoigne de l'importance que vous avez pu accorder à la cause de la dignité humaine et bien entendu aussi à l'inclusion sociale. En particulier, comme vous le savez, celle de la femme albinos. Souvent, cette femme est confrontée à des discriminations, à des défis multiples. Je voudrais dire que nous sommes convaincus aujourd'hui que cette journée sera une journée dédiée à un moment très privilégié de réflexion, d'échange et d'engagement collectif pour promouvoir le respect, l'égalité, l'intégration de toutes les femmes sans distinction. En mon nom propre et au nom de l'organisation l'Église anglicane qui nous accueille, avec l'autorisation de son Excellence Monseigneur l'évêque Bertin, le représentant légal, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions chaleureusement pour votre disponibilité et votre soutien. Nous osons croire que ces travaux aujourd'hui vont contribuer à bâtir une société plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité de chacun. Je vous souhaite à tous et à tous une fructueuse participation. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. En ce moment, j'invite le chef de division provinciale des personnes vivant avec handicap, afin de procéder au mot des circonstances et l'ouverture officielle de la cérémonie. Et j'invite, vu qu'il est empêché, j'invite un représentant du genre famille enfant qui est ici présente. Lorsqu'il se tient debout, s'il vous plaît, veuillez ovationner avec la Bonjour à tous. Au nom de la chef division du genre famille et enfants empêchés, je déclare ouverte cette session de sensibilisation sur la promotion et le respect de la dignité de la femme albinos pour une meilleure inclusion. Je souhaite à tous une meilleure attention pour les thèmes qui seront développés tantôt. Je dis et je vous remercie. Très chers invités, en votre titre et qualité respectifs, nous allons entrer dans le vif du sujet de la présentation du programme. Et selon ce qui est donné comme programme, après l'ouverture, l'hymne national et les bonnes circonstances qui ont eu à intervenir, au tout premier point, c'est l'intervention dont le sujet est le droit, justice, action pour toute femme et fille
qui sera présenté par la participation du PCNDH qui est ici représenté. Mais avant toute chose, je vous invite encore de l'ovationner avec des applaudissements, s'il vous plaît. C'est le maître Gaston. Encore une fois, veuillez encore l'accueillir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour à tous. J'espère que ma voix porte. Moi, je ne suis pas trop micro. Alors, je suis très ravi d'être parmi vous à l'occasion de la clôture du mois de la femme que nous célébrons ensemble dans un cadre aussi particulier. Je suis un peu curieux parce que le samedi passé, j'étais aussi dans un cadre similaire où j'ai dû presque développer le même thème qui m'a été confié à l'occasion de cette activité. Pas besoin de me présenter à nouveau parce que la plupart d'entre vous ici me connaissent et on a eu à interagir plusieurs fois. Mais je vais essayer d'être vraiment très bref et succinct parce que la représentante de madame la chef de division nous a donné le ton. Elle dit que ça c'est quand vous êtes avec les autorités, vous suivez leur pas. C'est pour vous dire que soyez bref, le temps est largement dépassé, il faut respecter le temps. Et nous allons faire un effort pour respecter ce temps. Et dans notre démarche, nous essaierons d'être un peu plus pratiques et pragmatiques pour que le thème que nous allons devoir développer soit compréhensible. Et lorsque j'étais en train de me préparer pour cette activité, je me suis directement rendu compte que le thème qui m'a été confié, c'est même le thème international de l'année pour la journée internationale de la femme. Le droit, la justice et l'action. D'un côté, nous avons des valeurs qu'il faut observer, des valeurs qu'il faut promouvoir, et de l'autre côté, après avoir pris connaissance, après avoir intériorisé ces valeurs, il faudra maintenant passer à l'action pour que ces valeurs-là soient réellement vécues, pour que ces valeurs-là puissent ressortir leurs effets. Je commence par aborder le premier point qui concerne le droit. Ici, il ne s'agit pas du droit comme une science. Je ne pourrais pas me présenter ici comme un professeur du cours d'introduction générale à l'étude du droit pour commencer à vous expliquer qu'est-ce que le droit comme science. Ici, le droit dont il est question, c'est le droit, ce sont des prérogatives qui sont inhérentes à la personne humaine. Autrement dit, les droits de l'homme. Le droit de l'homme ici pris dans le sens global, comme prérogative inhérente à la personne humaine. Nous savons que lorsqu'on fait allusion à la personne humaine, il n'y a pas de distinction entre homme et femme. Mais la société, suite à certaines considérations, a essayé, c'est pas sur base de quelques critères, poser certains aspects liés à la discrimination. C'est-à-dire, la société a discriminé, faire la différence entre l'homme et la femme et présentant l'homme comme étant plus supérieur par rapport à la femme. Alors que même si je pense qu'il y a un pasteur parmi nous ici, tout le monde nous prions, mais lorsque Dieu a créé l'homme, après qu'il ait aussi créé la femme, dans le récit de la Bible, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme.
C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est ce qu'il a fait de l'homme. L'homme comme la femme ont été créés à l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit, il était bon qu'il puisse accorder, donner à l'homme une aide qui lui soit semblable. C'est-à-dire sans distinction, semblable, c'est-à-dire que c'est une aide qui le ressemble, qui soit semblable à lui, c'est-à-dire que tel que l'homme est, c'est comme ça que la femme est selon la volonté. Et on a constaté que l'homme, dans son imaginaire, dans la manière de penser, a considéré qu'il était plus supérieur à la femme. Et puis, la nation, le monde, l'humanité tout entière a essayé de bâtir certaines connaissances sur ces réalités qui sont, bien entendu, discutables. Mais, lorsqu'on essaie d'analyser la notion de l'homme, c'est basé sur les instruments juridiques internationaux en matière de droits de l'homme, notamment le texte fondateur qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lorsque nous répétons l'article 1er, l'article 1er est clair. Il pose le principe de l'égalité de tous. Et il est en ce sens lorsqu'il dispose tous les êtres humains sont égaux. Tous les êtres humains sont égaux. Parlant des êtres humains, on parle de la femme et on parle de l'homme. Comme je l'ai dit, l'humanité a essayé de se caricaturer une certaine préséance en plaçant l'homme au-dessus. Et c'est comme ça qu'il y avait des femmes dans les usines, dans la société, les femmes n'étaient pas du tout considérées. Et il a fallu le courage de certaines femmes pour que nous vivions ce que nous avons vécu au début de l'année, afin de venir aujourd'hui participer à la clôture du mois de la femme, des femmes courageuses qui ont pris un titre au fanon de la liberté et des droits de la femme. Parlant maintenant du droit, je me rappelle d'un de mes professeurs qui disait: un droit ne peut jamais être revendiqué à génie. Un droit ne peut jamais être revendiqué à génie. Et aussi dans les enseignements que nous donnons, nous disons: un droit n'est droit que lorsqu'il est revendiqué. Et pour le revendiquer, il faut le connaître. C'est-à-dire que les femmes ont des droits qui leur sont reconnus en tant qu'êtres humains, au même titre que les hommes. Et c'est ici l'occasion de dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Lorsqu'on sait qu'on a deux droits, ce qu'il importe de faire, c'est de réclamer ce droit-là, c'est de réclamer la réalisation de ce droit-là, c'est de réclamer la jouissance de ce droit-là. Ici, il s'agit du droit de l'homme, l'ensemble des prérogatives qui sont inhérentes à la personne humaine. Je suis en train de développer le premier point de mon thème, c'est-à-dire le droit. Le droit de l'homme tel que nous le connaissons très bien, mes chers participants, je viens de l'expliquer, il est divisé en différentes générations, le droit de la première génération, le droit de la deuxième génération et le droit de la troisième génération. Le droit de la première génération, nous avons le droit civil et politique, c'est-à-dire que les femmes, en tant qu'êtres humains, ont aussi droit au chapitre lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique, parce que c'est des droits civils et politiques. Les femmes ont droit d'accéder à la sphère décisionnelle. Les femmes ont droit de participer aux élections. Mais curieusement, qu'est-ce qu'on constate? Et dans un atelier, il y a une dame qui avait pris la parole, et je pense que ce n'était pas la même, je l'ai entendu plusieurs fois, mais je ne sais pas si c'est ça la réalité même. Les évidences nous prouvent que ça peut être la réalité. Que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Aujourd'hui, si nous regardons les statistiques de par le monde, la démographie montre qu'il y a plus de femmes que des hommes. Même ici, dans la ville de Lubumbashi, vous allez constater qu'il y a plus de femmes à l'âge de voter que des hommes. Mais lorsque nous
différentes institutions, vous allez voir que ce sont les hommes qui prennent le devant. Du coup, les hommes, quand ils sont là, la défense du droit de la femme n'est pas une priorité, c'est une alternative. Voilà pourquoi les femmes doivent prendre conscience qu'elles ont des droits. C'est vrai que la société les sont marginalisées pendant un certain temps et qu'elles doivent à tout prix défendre ce droit-là. Les droits de la première génération, vous devez participer pour que les choses changent, pour que l'émergence du droit de la femme soit perceptible. Il faut que la femme se retrouve aussi dans la sphère décisionnelle. Là où on est en train de prendre des décisions pour que la femme se trouve là. Lorsqu'elle s'y trouve, elle doit aussi parler pour la femme. Généralement, nous les hommes, lorsque nous parlons, nous oublions que la femme aussi, c'est notre semblable. Et là aussi, des droits spécifiques qu'il faut respecter. Les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont les droits de la deuxième génération. Nous voyons comment les femmes souffrent dans ce qui concerne l'accès à la richesse, l'accès au travail, à l'emploi. Il y a beaucoup de femmes qui ont des soucis, surtout nos mamans qui attendent famille dans plusieurs milieux de notre pays. Elles ont des difficultés. Elles doivent parcourir des distances pour atteindre un centre de santé, pour avoir accès à un gynécologue. Il y a des femmes qui souffrent de cancer de sein, cancer de col, qui ont des difficultés pour avoir accès à un spécialiste ou à une thérapie appropriée. C'est ça, c'est le droit à la santé. Et aussi particulièrement, nous avons nos femmes atteintes d'albinisme qui ont des besoins spécifiques liés à la santé, notamment les besoins ophtalmologiques et dermatologiques, qui nécessitent aussi un appui et un accompagnement. Les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits à la santé, comme je venais de le dire. Tous ces problèmes que je ne pourrais pas ici énumérer sont des problèmes qui concernent la femme. Alors que ces problèmes, en principe, ne devaient pas se poser comme tels. Ce devait être des solutions à la puissance des droits qui sont reconnus aux femmes en tant qu'êtres humains. Le troisième de relation, c'est le droit communautaire, le droit collectif, le droit collectif ou le droit de solidarité, le droit à la paix, le droit au développement, le droit à l'environnement et tout ce qui accompagne. Mais au niveau de cette différenciation, de cette catégorie, mais qui a été faite juste pour le besoin pédagogique, parce que en soi, les droits de l'homme sont interdépendants, c'est l'une des caractéristiques des droits de l'homme. Ils sont interdépendants, ils dépendent les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit qui soit plus important que les autres droits. Mais pour des besoins pédagogiques, pour que nous puissions comprendre les générations de droits, voilà pourquoi on a essayé de donner une certaine différenciation de droits. Mais on s'est rendu compte que c'est vrai que tous ces droits-là, les présenter sous forme de génération, c'est bien. Ça essaie de poser tout le principe et ça essaie un peu de différencier les différents. Ça essaie de présenter les différents droits tels qu'ils doivent être respectés dans leur catégorie respective. Et on s'est aussi dit que non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ajouter une autre génération? Cette génération qui prendra en compte les aspects spécifiques. Parce que lorsqu'on définit les droits de l'homme, on peut, avec notre doctrinaire, considérer les droits de l'homme comme étant ce droit-là qui protège les individus et les groupes. Les individus plus personnellement et les groupes par rapport à leur spécificité. Et c'est ainsi qu'on a pensé à proposer une autre génération qu'on appelle le droit catégoriel. Le droit catégoriel qui consiste à accorder une attention particulière aux groupes spécifiques, parce que le groupe spécifique présente des problèmes spécifiques au-delà de tous les problèmes que connaissent les êtres humains. Et cette approche ou cette conception s'avère être réaliste parce que lorsque nous regardons même
traités, vous allez voir que même dans les organes des traités, cette catégorisation se manifeste. Alors vous allez voir des instruments comme des conventions qui traitent uniquement des questions de la femme. Par exemple, la convention contre toutes les formes de discrimination faites à l'égard de la femme. Vous allez voir la convention des personnes vivant avec handicap, la convention de droit de l'enfant. Vous voyez que déjà à partir de cette conception, on se rend compte qu'il est important qu'on puisse avoir des droits spécifiques qui protègent aussi des groupes spécifiques. Et dans la plupart, ces groupes spécifiques sont considérés comme des groupes vulnérables qui nécessitent une protection particulière. C'est ainsi que vous allez voir, même au-delà de l'arsenal international en matière de droits de l'homme, vous allez comprendre aussi la position de la République démocratique du Congo lorsque vous lisez en son article 49. La Constitution, cet article pose le principe de la protection spéciale des personnes vivant avec handicap et demande à l'État congolais de prendre des dispositions pour cette prise en charge spéciale des personnes considérées comme vulnérables. Et parmi lesquelles nous trouvons aussi des personnes atteintes d'albinisme, qu'on considère aussi comme faisant partie de personnes vivant avec handicap. Alors, lorsque la loi au niveau international, lorsque la Constitution, parce que cette protection est une protection constitutionnelle, c'est la Constitution qui vous confère ce droit-là, qui demande à ce que vous puissiez avoir une protection particulière. Et parler de protection particulière voudrait aussi que toute personne atteinte d'albinisme, partant toute personne vivant avec handicap, soit considérée comme une personne à part entière. Voilà la notion de l'inclusion. Ici, lorsqu'on parle de l'inclusion, on veut jeter hors la discrimination et la stigmatisation. Parce que même personne atteinte d'albinisme, atteinte d'handicap, nous faisons tous partie de l'espèce humaine. Et c'est pour ça que votre droit, lorsque vous voulez le réclamer, vous devez considérer que ce n'est pas une faveur que vous êtes en train de solliciter. C'est votre droit et vous devez le revendiquer. C'est un droit constitutionnel, vous devez le réclamer. Et pour le réclamer, il faut le réclamer en respectant les bonnes pratiques, en respectant les autorités, en respectant, bien entendu, la loi et les bonnes mœurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour revendiquer vos droits? Vous connaissez déjà, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Là, j'étais en train de poser la question relative aux droits. C'est-à-dire que vous avez le droit. C'est à vous maintenant de mettre ce droit-là. Et cette interpellation ne concerne pas seulement nos mamans et nos filles qui sont atteintes d'albinisme. C'est un appel qui est lancé à toute femme qui est ici parce qu'il s'agit des droits de la femme. Et les autres femmes doivent être aux côtés des femmes atteintes d'albinisme pour qu'ensemble puissent réclamer ce droit-là. Parce que si les droits de toutes les femmes sont respectés, partant les droits des femmes et filles atteintes d'albinisme seront aussi respectés. Voilà, c'est parce qu'on ne pourra pas faire la promotion de quelque chose si on ne la connaît pas. On ne peut pas faire la promotion de quelque chose si on ne maîtrise pas ce contour. On ne peut pas faire la promotion ou respecter quelque chose si on ne connaît pas. Un jour, j'étais avec un ami dans une ville. On était en train de conduire. Lui était au volant. Lui ne savait pas lire les plaques, pour mettre les signaux. Alors nous sommes allés quelque part là, nous devons emprunter une voie là où c'était indiqué sans signe. On arrive là, on retrouve les agents de sécurité de la circulation routière qui nous arrivent. Il a commencé à s'enflammer. Pourtant, moi je vais venir au truc, je constate comme si ça c'est une. C'est-à-dire que Dieu qui a encore quoi ici. Ça suffit. Mais lui a commencé à arrêter. Non, comment arrêter? Moi je lui ai dit, nous sommes en tort. Mais parce qu'il ne connaissait pas ce que ça signifiait, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. C'est-à-dire si on ne connaît pas ce qu'on doit faire, même si on veut réclamer quelque chose, au lieu de le réclamer, nous sommes en train de nous affronter parce que nous serons en train de commettre des infractions, parce que nous nous connaissons. Et là, nous devons le faire ensemble. Et lorsque nous le faisons ensemble,
nous arriverons à la compréhension globale de ce qu'on entend par droit. Je voudrais juste qu'on explique ce point. Lors de la célébration de cette année, un aperçu général a été fait au sujet de droit juridique, la jouissance de droit juridique. On s'est rendu compte que 64%, il y a un écart de 64% entre l'homme et la femme. Dans la jouissance de droits juridiques qui sont reconnus à tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un écart considérable. Et le secrétaire général des Nations Unies dit, à cette allure, pour que les femmes puissent atteindre le niveau de la jouissance de droits juridiques, de la tautologie, de hommes par rapport aux femmes, si il n'y a pas d'actions qui sont menées, il faudra attendre 286 ans pour que les femmes atteignent le niveau de la jouissance. 282, on ne doit plus exister, on ne sera même plus là. Peut-être que personne ne se souviendra même pas de notre existence. Voilà, ces chiffres-là ne doivent pas seulement être déclarés comme ça, mais ces chiffres appellent à l'action, appellent à la mobilisation de femmes pour que les femmes réclament aussi leur égalité par rapport aux hommes dans la jouissance de droits qui leur sont reconnus. Et cela va le faire de manière équitable. Ce qui m'amène directement à aborder le deuxième point de mon terme, la justice. Lorsqu'on veut parler de la justice, bon, la justice d'abord, c'est quoi? Il faut comprendre. Si nous comprenons qu'est-ce que la justice, et facilement nous allons donner un petit exemple pour que nous comprenions. La justice, c'est un aspect, je vais dire, de valeur morale, psychologique ou philosophique qui exige le respect de droits et de l'équité visant à donner à chacun ce qui lui est dû. Ici, il y a un aspect que nous devons retenir lorsqu'on parle de la justice, le respect des droits et de l'équité. La justice se met entre le droit et l'équité. Alors, nous savons que les femmes ont des difficultés. Les femmes sont confrontées à certaines réalités qu'on peut considérer comme obstacles. Et pour permettre à ce que ces femmes puissent réellement jouir de leurs droits, il faut enlever ces obstacles. Je vais donner un exemple. Pour que nous puissions enlever ces obstacles, il faudrait que nous puissions mettre en exergue la notion de la justice équitable. Qu'est-ce qu'on entend par équité? La justice, c'est qu'on donne à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire de manière, si je donne 10 bonbons à Agnès, je vous donnerai aussi 10 bonbons au CD. C'est ça la justice. De manière, mais ici, on parle de la justice équitable. Équitable, c'est-à-dire que je vais donner un petit exemple. Ok. Et la petite fille qui était là-haut, elles sont parties. Elles sont où? Ah, je voudrais prendre un exemple. Oh là 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 là. Est-ce qu'il peut venir passer par moi? Il faut facilement. Ok. Mon ami. Alors, je l'appelle. Ok, mon ami, viens ici. Hein? Très bien. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Okay. Je peux appeler aussi un ami là. Mon ami, venez, s'il vous plaît aussi. Vous pouvez venir. Ok. Qu'est-ce que je place? Qu'est-ce que je placer là-bas? Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ici, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je mets même ça ici. Ici, vous voyez rien là-bas. Qu'est-ce que vous voyez quand je suis ici? Qu'est-ce que vous voyez? Les lunettes. Ici, vous voyez quoi? Bon, vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez là-bas? La chaise. Mon frère, qu'est-ce que tu vois là-bas? Tu vois quoi là? Tu vois la chaise? Voilà, merci beaucoup. Il ne voit pas la chaise. Alors que sur le plan, tous, Oui. ils sont au même niveau, non? Ils sont tous au même niveau. C'est-à-dire, ils piétinent tous le sol, n'est-ce pas? Mais lui, il a la possibilité de voir. Mais lui, il est petit.
Il est sur le même. C'est ça l'égalité parce qu'il n'y a personne qui a bénéficié d'un avantage plus que les autres. Mais parce qu'ils sont tous sous le même. Mais l'équité voudrait que vous puissiez permettre à cet enfant. Le permettre, c'est quoi? C'est prendre quelque chose, le soulever pour qu'il puisse aussi avoir le même regard que. Voilà l'équité. C'est-à-dire que. Ok, vous pouvez rentrer ici. Hein? Alors, la justice. Merci beaucoup, mon ami. Hein? Tu peux rentrer. Hein? La justice dont il est question ici, c'est ce qui permet de savoir que pour accéder à la jouissance de droit, les femmes ont certains obstacles. Et ces obstacles-là méritent d'être enlevés. Et c'est ça la justice équitable. Aujourd'hui, on vous dit non, il y a beaucoup de filles qui ne vont pas à l'école. Et on voudrait que les filles, sans représenter, amener les filles à l'école. On voudrait que nous puissions avoir des filles ingénieurs. Il faut mobiliser que les filles aillent étudier l'école d'ingénierie. Nous voudrons que tous ces obstacles-là, et pour cela, il faudra accorder des facilités parce que dans certaines familles, lorsque vous êtes 3, 4 enfants, papa n'a que la possibilité de faire étudier un seul enfant. Il va regarder parmi les enfants, même si c'est le garçon qui est le cadet, il va vouloir prendre le cadet et laisser la fille. Tous ces obstacles-là doivent être mis à part. C'est ça la justice équitable. C'est sur cette justice-là qu'il faut mener beaucoup d'actions afin que le droit des femmes, et particulièrement des femmes vivant avec albinisme, puisse être respecté. L'inclusion des femmes. Évitez de vous considérer comme si vous êtes des sous-hommes. Chères mamans, chers enfants, chères filles vivant avec albinisme, vous êtes des êtres humains à part entière. Ne vous sous-estimez pas. Réclamez les mêmes droits que les autres. Vous avez le droit de devenir avocat, vous avez le droit de devenir magistrat, vous avez le droit de devenir médecin, vous avez le droit de devenir ingénieur. Après avoir pris connaissance de toutes ces choses-là, je dois vous les connaissez. La justice, parce que pour que cette justice soit équitable, il faut sortir, il faut enlever les obstacles. Et pour cela maintenant, le dernier point, c'est l'appel à l'action. Mobilisons-nous pour que le droit soit respecté. Mobilisons-nous pour que nous puissions promouvoir le droit de la femme en général, le droit de la femme atteinte d'albinisme et le respect de sa dignité. Et ceci permettra à ce qu'elle puisse se sentir à l'aise partout et surtout qu'elle ne se marginalise pas elle-même. Et le fait d'être psychologiquement considéré comme état égal à tout le monde va premièrement lutter contre l'exclusion. Parce que l'exclusion est d'abord dans sa tête personnelle. Vous êtes avec les autres, vous voulez vous cacher, vous voulez vous retirer. Vous vous considérez comme si vous êtes moins par rapport aux autres. Et si déjà psychologiquement vous comprenez que vous n'êtes pas inférieur aux autres, c'est très positif. Et la communauté, la société qui nous encourage, qui nous accompagne, nous permettra que nous puissions tous ensemble atteindre l'objet et la réalisation de la thématique qui a été retenue pour cette année. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Gaston. J'ai pris au Maître Gaston de regagner le siège ici devant parce que nous allons procéder à quelques questions qui seront posées après la deuxième intervention. Encore une fois, veuillez ovationner l'intervention de Maître Gaston. Merci, très chers participants. Maître Gaston a beaucoup plus parlé et j'espère que cela a été dans les oreilles de tout un chacun. Il a essayé de marcher sur la justice, l'appel à l'action. Il a demandé à ce que nous puissions toujours continuer à se mobiliser, à se tenir main dans la main, à éviter ce que nous appelons une procrastination. Donc le fait de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous le reportez à demain. Non. Tenez vos mains dans la main. Les dames, nos mamans, n'essayez pas de lâcher prise.
essayez encore de faire valoriser ce qui est de vos droits et avancez, 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 ne reculez pas et ne reculez pas. C'était un très bon sujet. Alors, en ce moment, j'invite notre deuxième intervenant, qui sera le pasteur Jérémy, et j'invite aussi de rejoindre Maître Gaston sur le même siège, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'il sera convenable que je me tienne debout pour être vu par tout le monde. Bonjour à tous. Alors, je remercie encore tout le monde pour la participation et surtout l'exposé brillante que nous venons justement de recevoir. Merci encore. Je crois que nous avons appris plusieurs choses. Une petite correction, c'est le pasteur Rémi et non Jérémy. Je crois que c'est la même famille de nom. Je sers à l'homonnerie protestante de l'université de Lubumbashi. Et je ne suis pas venu ici pour prêcher, donc rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre tout votre temps, nous avons beaucoup de choses à faire certainement, mais je voudrais justement m'inscrire dans la même chose, dans la continuité de ce qui a été dit, en apportant toutefois une perception justement qui pourrait toucher également notre foi. Je pense que nous sommes certainement croyants, peu importe nos obédiences, mais nous pouvons justement tirer également dans la foi, dans nos convictions intérieures, un renforcement par rapport à notre identité. D'autant plus qu'en tant que Congolais, nous avons été colonisés par la Belgique étant une société à civilisation judéo-chrétienne, c'est-à-dire influencée par le bagage qui vient justement du Moyen-Orient, en particulier d'Israël, et nous pouvons justement tirer des éléments justement dans la foi pour bâtir notre perception de nous-mêmes et notre perception de notre identité. Alors je vais procéder par projection parce que les images également parlent autant que des paroles. Je vais vous inviter à être très attentifs en regardant justement à ma gauche, ou à ma droite, voilà. Et si vous aurez besoin des flyers, vous pourrez les avoir également bien après. Alors, je vais exposer sur la thématique femmes, mais pas que. Je pense ceux qui ont été avec nous dans la salle, dans une autre conférence quelque part, c'est la même matière que nous allons exploiter, mais nous allons justement permettre à ce qu'elle soit donnée à plus de personnes. Femmes, mais pas que. Quand on dit femmes, mais pas que, l'objectif est de nous amener à réaliser que, au-delà d'être défini comme un être féminin, il y a certainement beaucoup de choses liées à votre personne qui peuvent justement faire votre force, qui peuvent construire votre identité et votre valeur. Femme, mais pas que. Et nous aurons 3 points que nous allons toucher. Premièrement, ce que c'est d'être femme. Parce que tout à l'heure, je vais poser la question aux femmes de répondre à la question « Que veut dire être femme ?» Que veut dire être femme? Deuxièmement, nous allons toucher à la notion des stéréotypes du genre. On va voir qu'est-ce qu'un stéréotype et quels sont les différents stéréotypes liés au genre. Au fait d'être femme, vous êtes femme, et on va citer avec vous les éléments liés aux stéréotypes. Je définirai même qu'est-ce qu'un stéréotype pour ceux qui ne savent pas ce terme. Et nous allons terminer par la notion de femme en 2 dimensions. Comment devons-nous comprendre la femme dans le sens plein de son identité? Alors, la première question que j'aimerais poser, c'est justement celle-ci. Que veut dire femme? On peut avancer. Voilà. Que veut dire femme? Et là, je voudrais, si possible, 2 femmes qui pourraient nous répondre à cette question. Que veut dire femme? Comment tu te définis aujourd'hui? Je suis une femme. Que veut dire femme? Oui. On dit que si vous ne savez pas vous définir, les hommes vous définiront à leur place, à votre place. Alors que veut dire femme? Il y a une réponse? Moi, je peux dire femme, c'est un être humain
la sexe féminine. Ok, on peut acclamer pour la réponse. Voilà. Une femme est un être humain de sexe féminin. Alors, nous sommes d'accord avec la réponse? Voilà. Si nous sommes d'accord avec la réponse, observez ceci. Vous voyez cette dame? Elle est belle, n'est-ce pas? En fait, quand je dis, vous voyez cette dame, c'est à tort que je l'appelle dame. Le monde la connaît comme étant Kathleen Jenner, mais elle est née sous le nom, ou il est né sous le nom de Bruce Jenner. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Et donc, vous voyez que si l'on définit la femme comme étant un être de sexe féminin, il est possible de changer de genre aujourd'hui. Regardez encore le flyer prochain, vous allez voir, ces deux femmes que vous voyez aujourd'hui ne sont pas nées femmes. Ces personnes sont devenues femmes du point de vue, quoique biologiquement le changement n'est pas total, mais elles sont socialement perçues aujourd'hui comme étant des femmes, quoique n'étant pas nées femmes. Je repose encore la question, que veut dire femme? Puisque vous comprenez que la biologie ne suffit pas de définir la femme, que veut dire femme? Oui? Une femme, c'est quelqu'un qui porte vie. Ok, c'est très bien. Et si la médecine permettait un jour à un homme d'être modifié et qu'il puisse donner naissance, il devient femme, même si ce n'est pas encore possible aujourd'hui. Le but de ma question est de vous amener à réaliser que la perception de l'identité de la femme doit aller au-delà de ce que j'appelle un stéréotype, au-delà de ce que j'appelle l'image perçue. La femme est plus que l'image que l'on a d'elle. La femme est plus que la représentation sociale qu'elle a d'elle. Sachez que ces gens, si on ne les considère pas comme des femmes, tous ensemble, ouais. Mais la femme va au-delà de l'image que l'on a d'elle. Et puisque nous voulons justement tirer à la sagesse primaire, c'est-à-dire ce que Dieu qui nous a créés lui-même dit de la femme, alors dans l'Écriture, justement en Genèse chapitre 1er, le verset 17, on va retrouver un texte peut-être que vous n'avez pas souvent fait attention. Parce que dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux récits sur la création de l'homme. En Genèse 1, on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on l'a dit tout à l'heure, le texte, Dieu les fit hommes et femmes. Mais en Genèse 2, la Bible dit, Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Donc, nous avons deux images de la femme. On peut avancer. Nous avons deux images de la femme. En Genèse 1, nous avons la femme créée. Et en Genèse 2, nous avons la femme formée. Et quand je parle de forme, vous comprenez déjà, c'est l'apparence, vous avez dit la femme, c'est cet être féminin de sexe, voilà, c'est la femme formée. Mais avant que la femme ne soit formée, la femme a d'abord été créée. Et quand on parle de créer, créer c'est tirer du néant. Tandis que former, c'est donner une apparence. Ça signifie qu'avant que la femme ne soit définie par l'apparence, elle est d'abord définie par des éléments qui ne sont pas matériels, par des éléments intrinsèques. En tant que femme vivant avec albinisme, votre valeur n'est pas d'abord définie par l'apparence que vous donnez aux gens, mais est définie par les valeurs intrinsèques que vous portez. La femme est autant intelligente que les hommes. Dans les sociétés, il y a eu des femmes présidentes, n'est-ce pas? Même si notre pays n'a pas encore connu de femmes présidentes, je peux prophétiser qu'il y aura une femme présidente. Voilà, peut-être que vous serez la prochaine femme présidente de ce pays. Donc vous êtes autant intelligente. Moi je me souviens quand j'étais aux humanités, je sortais deuxième, la personne qui sortait première c'était une femme. Et je n'arrivais pas à comprendre, je faisais la concurrence avec une femme. Donc une femme peut autant être intelligente qu'un homme l'est. Donc nous avons la femme créée et nous avons la femme formée. Alors, quand on parle de la femme formée, selon le dictionnaire, le verbe former nous renvoie à quelques concepts. On pense à l'apparence, on parle à la mesure, on pense aux normes, on pense au moule.
La femme formée va se définir par rapport à l'image qu'elle renvoie aux gens. Elle doit se définir par le fait qu'elle ait un bon cabello. Elle doit concorder ses habits. Voyez, nous les hommes, on s'en fout un peu de ça. Hein. Que ma chaussure soit noire, mon vêtement rouge, ou j'ai un sac vert, ça m'importe peu. Mais la femme va prendre plus de temps dans sa toilette parce qu'elle doit chercher à savoir si mon vêtement de dessus colle avec ma perruque, colle avec mes chaussures et tout cela. Parce que la femme se définit par rapport à la forme, à l'apparence, à ce qui est beau, à ce qui paraît bien. Elle va veiller sur ses ongles, elle va veiller sur ses chaussures, elle va veiller sur ses vêtements afin qu'elle puisse remplir une norme, qu'elle puisse remplir une forme. La femme formée également, on peut avancer, elle va même être définie par rapport à la maternité. Je pose moi la question, une femme mariée qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce que la belle famille fera? Elle risque d'être chassée du foyer. Elle sera définie par sa maternité. De telle sorte que la femme qui n'a pas d'enfant ne se sent pas suffisamment femme. Elle n'a pas accompli une norme que la société l'a prescrite. La femme doit remplir certaines normes d'apparence, de beauté, d'élégance, de douceur, de maternité, de propreté. On dit généralement que la femme, c'est la propreté. Si l'homme ne sent pas bon, on s'en fout un peu. La femme doit sentir bon. Elle doit savoir cuisiner. Elle doit être soumise. Je vous rappelle la célèbre phrase que certaines personnes disent, la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, c'est une forme, c'est un moule, de telle sorte que si une femme commence à émerger dans la société, certains hommes vont la rappeler sa place. Ta place, c'est à la cuisine. Toi, tu ne peux pas avoir le leadership sur nous. Et l'ensemble de ces perceptions sociales que l'on a sur la femme et qu'on la colle comme une identité d'elle, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Qu'est-ce qu'un stéréotype? Un stéréotype est donc l'ensemble des étiquettes qu'on va coller à un individu, ça dépend de son critère, sa catégorie. Et ici, je parle de stéréotype du genre. Ça signifie, on vous évalue, on vous colle une étiquette, une identité, une fonction parce que vous êtes femme. Et vous allez vous rendre compte dans l'image que je présente ici, nous avons à l'intérieur une femme. Elle est en train de rire? Non, elle pleure. Elle est triste au-dedans d'elle, mais elle porte un masque et ce masque sourit. Un masque où elle doit plaire à la société. Elle doit remplir un critère, justement, mais à l'intérieur d'elle, elle n'est pas heureuse. Parce que le stéréotype vous affecte une identité qui n'est pas celle que vous avez. Et les stéréotypes peuvent venir de plusieurs endroits. Là-bas, j'ai placé homme. Et j'ai écrit, par exemple, la place de la femme, c'est la cuisine. Qui a déjà vécu cela? On t'a déjà dit ça. Ta place, c'est à la cuisine. Voilà. Il y a des femmes qui ont vécu cela. D'autres hommes encore vont dire, une femme qui travaille, elle sort avec son patron. N'est-ce pas? Surtout quand elle commence à émerger. Surtout quand elle fait de la politique. Certainement, elle s'est compromise quelque part. Ce sont des stéréotypes. Et tout à l'heure, on nous a dit que la femme, parfois, est son propre ennemi. Il y a même des stéréotypes qui viennent des femmes elles-mêmes. Vous allez entendre des femmes qui disent, par exemple, les femmes minces sont les plus belles. Au point où toutes les femmes cherchent à avoir une taille fine. Vous allez encore entendre des choses comme la réussite d'une femme, c'est le mariage, c'est la maternité. Quels autres stéréotypes avez-vous déjà entendus ou que vous avez déjà vécu en tant que femme? Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? Oui? Ok? Il y a des stéréotypes qui disent que lorsqu'une femme peut accéder, par exemple, dans un carré minier, non, il ne faudra pas l'accès parce que les papas ne pourront plus le payer parce que comment on dit, les banques n'aiment pas le chip, n'aiment pas les femmes. Ça, je viens d'entendre, ok. Donc les minerais risquent de disparaître, une femme entre. Wow. Ok. Qui d'autre? Une dernière personne? Oui. Comme moi, quand j'étais étudiante, j'étais lycéenne, on disait
les filles des 10e sont des putes. Oh, ok. Ok. Et tout cela constitue justement des stéréotypes. Peut-être parmi vous, vous n'avez pas parlé, mais vous avez déjà vécu des choses qu'on vous a dites justement à cause du fait que vous soyez femme. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme définit les stéréotypes comme étant un stéréotype justement un stéréotype lié au genre est une opinion générale ou un préjugé quant aux attributs et caractéristiques que les femmes et même les hommes possèdent et doivent posséder, ou au rôle qu'ils jouent ou doivent jouer. On veut vous donner un rôle, on veut vous donner une identité. Ils deviennent néfastes lorsqu'ils limitent la capacité de se développer, de développer ses compétences, d'exercer un métier ou de prendre des décisions sur sa vie. C'est comme par exemple les femmes ne doivent pas entrer dans un carré minier, ça les limite professionnellement. Donc un stéréotype peut vous limiter sur le plan professionnel, peut vous limiter sur le plan, je ne vais pas entrer dans des données religieuses, la femme doit-elle prêcher, ça va faire un grand débat ici, mais du moins un stéréotype peut apporter justement des limites, même sur le plan professionnel. Regardez cette image qui va nous faire réfléchir, parce qu'un stéréotype se construit dans le temps, c'est très subtil. Ici vous allez voir, je préfère m'avancer. Comment vous décrivez-vous cette fille, cette petite fille, par rapport à celle-ci? Elle est comment? Elle est grasse. Celle-ci est comment? Elle est mince. Et elles sont en train toutes de suivre des dessins animés. Ici, nous avons Cendrillon. J'ai été aussi enfant. Nous avons Cendrillon. Nous avons... c'est Hermine, voilà. Et au-dessus, on a écrit les princesses. Et aussi, ici, on a écrit les méchantes. Qu'est-ce que vous remarquez entre les princesses et les méchantes? Regardez leur taille. Les princesses sont sveltes, tandis que les méchantes sont grasses. Et la petite fille qui est grasse finit par se convaincre que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je suis certainement identifié à celles qui sont méchantes et elle finira par grandir toute sa vie avec des complexes. Elle se sentira moins belle que l'autre, moins intelligente que l'autre, moins attrayante que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a fini par inculquer un stéréotype dans sa mentalité. Et ça peut paraître anodin, mais ce sont des choses pratiques. Regardez la prochaine slide. Ça se passe en Mauritanie. En Mauritanie, le critère de beauté pour une femme, c'est qu'elle doit faire minimum 200 kilos. Si vous avez moins de 200 kilos en Mauritanie, vous n'êtes pas une belle femme. De telle sorte que, depuis l'enfance, vous voyez une maman qui est en train de faire boire du lait avec du beurre de karité à l'intérieur pour faire grossir son enfant. Et si peut-être ça ne se voit pas bien, il y a 2 barres de bois qu'elle est en train d'écraser les pieds de son enfant pour l'obliger à boire. Et l'enfant pleure en buvant. Parce que si l'enfant ne grassit pas, elle ne sera pas mariée. Peut-être ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, mais dans nos cultures personnelles, nous avons peut-être des pratiques qui dévaluent la femme, de telle sorte que pour que la femme soit socialement bien perçue, elle doit faire des choses qui peuvent dégrader son corps, dégrader sa santé, mais elle doit le faire pour remplir le moule et les critères sociaux. Je vais assez rapidement pour que je donne la chance à d'autres personnes. Alors, bibliquement parlant, lorsque la Bible dit « Dieu forma la femme », on peut avancer. Le mot qui est utilisé, déjà on dit « faisons l'homme à notre image ». Le mot « homme » en hébreu, c'est le mot « zakar ». Pardon, c'est le mot « adama » en hébreu. Et le mot « adama » ne désigne pas Adam. Adama signifie l'humain. Donc Dieu n'avait pas dit « faisons le garçon ». Il avait dit « faisons l'humain à notre image ». Et dans l'humain, il y avait la femme, et dans l'humain, il y avait l'homme. Donc, homme et femme, il les a créés le même jour. Et le mot homme en hébreu, c'est zakar, et le mot femme en hébreu, c'est nekeba. Et zakar et nekeba ensemble forment ce qu'on appelle Adama, l'humain. On est ensemble? Donc, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, le même jour, il a fait zakar, le même jour, il a fait nekeba.
Mais plus tard, en Genèse 2, quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et cette fois-ci, il tire la femme de la côte, il la forme. Le mot qui est utilisé pour parler de la femme, c'est « Isha ». Et Isha, en hébreu, c'est la femme en relation avec l'homme comme étant son mari. Quand la Bible dit que la femme est soumise à l'homme, c'est la femme mariée qui est soumise à son mari. Pas toutes les femmes soumises à tous les hommes. Aucune femme dans cette salle n'est soumise à moi parce qu'aucune femme dans cette salle n'est mon épouse. Donc, il y a la femme comme Isha et il y a la femme comme Nekeba. La femme comme Isha, c'est la femme mariée, appelée à devenir mère, appelée à enfanter, appelée à avoir des enfants, à gérer le ménage, à faire tout cela. Mais la femme comme Nekeba, c'est elle qui a reçu le mandat comme l'homme de dominer. Donc elle peut aussi se réaliser socialement, elle peut aussi avoir des ambitions professionnelles, entrepreneuriales, elle peut s'accomplir dans la société. Donc je repose encore la question. Cette fois-ci, elle s'adresse à vous. Êtes-vous une femme? Parce que maintenant, vous avez compris que la femme, comme être de sexe féminin qui peut donner au monde, c'est la femme Isha. Mais il y a une autre femme intrinsèque qui est en elle. C'est la femme Nekeba, qui est capable d'accomplir beaucoup de choses parce qu'elle connaît le potentiel qu'elle a reçu en elle. Y a-t-il des femmes dans cette salle? Ça devient silencieux. Y a-t-il des femmes dans cette salle? Alors, on avance. Donc, quand on conçoit la notion de la femme, au sens plein, c'est la femme comme Nekeba qui peut avoir des projets. Dans Proverbe 31, on dit « Elle pense à un champ et elle acquiert ». Elle a donc la jugeote, la capacité de penser, d'entreprendre, de planifier, de réaliser des choses. Elle ne dépend pas forcément d'un homme pour se réaliser socialement. Elle peut avoir ses propres activités. Mais cette femme est aussi socialement appelée à devenir mère des enfants, à remplir aussi ce moule. Donc, qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est Nekeba. Une femme, c'est Isha. Y a-t-il donc des femmes? S'il y en a, est-ce qu'on peut s'acclamer? Alors, je vais terminer. On peut avancer. Je vais sauter d'autres choses pour qu'on avance. Encore. Voilà. Que retenir? Premièrement, Isha, c'est la femme définie par les normes. Celle qui dépend d'un homme, celle qui existe pour remplir un rôle, un moule. Tandis que Nekeba, c'est la femme libre qui est égale à l'homme, qui existe pour accomplir une mission. Et là, vous devez connaître quelle est votre mission. Quelle est votre vocation? Qu'est-ce que vous êtes censé amener à accomplissement? Je vais peut-être vous surprendre en vous disant une chose pour aller vers la fin. Vous savez, quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Le mot, en réalité, lui, Second n'a pas textuellement traduit ce texte comme il le faut. Quand on dit aide semblable, en hébreu, c'est Ezer Megiddo. Et Ezer Megiddo, ce n'est pas aide semblable, c'est secours semblable. Il y a une différence entre une aide et un secours. Si on me demande de torchonner cette salle moi seul, je peux le faire, mais je prendrai beaucoup de temps. Et je dirais j'ai besoin d'être aidé. Mais si on me demande de torchonner toutes les salles de ce bâtiment, je ne saurais pas le faire moi seul. J'aurais besoin d'être secouru. Le secours est la personne qui m'amène à réaliser ce que je n'aurais jamais pu réaliser moi seul. Quand Dieu dit je lui ferai un secours semblable, le mot Ezer, vous le retrouvez dans Ébel Ezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ça signifie que la femme vient amener l'homme à accomplir ce qu'il n'aurait jamais pu accomplir s'il était resté seul. Deuxième des choses, quand je dis je lui ferai un secours, entre celui qui secourt et celui qui est secouru, qui est plus puissant? Entre celui qui secourt et celui qui reçoit le secours, qui est fort? Maintenant, Dieu dit, je lui ferai un secours. Entre l'homme et la femme, qui est fort? La femme. Donc, vous avez la réponse. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, vous êtes une force. Et vous ne pouvez pas vous laisser définir par ce que la société imposera de vous. J'ai envie de dire Amen. Alors, dernière image, on va se séparer par là. Non, ça sera l'avant-dernière.
Voilà, non, retournez. Voilà, devant le miroir. Comme ces petites filles qui se tiennent dans les films devant le miroir en disant « Mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Aujourd'hui, vous vous regardez également devant votre miroir. Et la question qui vous est posée, qui êtes-vous? Comment vous vous définissez? Devant ce miroir, il y a plusieurs étiquettes qui ont été posées. Est-ce que vous allez vous définir par les stéréotypes que les hommes vont coller sur vous, les stéréotypes des gens qui ne croient pas en vous, ou vous-même, vous allez réécrire votre propre identité? Et je vais vous présenter l'image d'une femme. On peut la présenter encore. Voilà. Cette femme avec un nom assez compliqué, vous allez lire vous-même. Elle est nigériane. Et c'est cette femme qui est à la base justement de la promotion de la journée internationale de sensibilisation des femmes vivant avec albinisme. C'est une femme qui a souffert de ce stéréotype, qui a souffert justement de ce rejet, de la perception qu'on avait d'elle. C'est une femme dont son père l'avait rejetée. Elle n'a pas étudié avec les frais de ses parents. Elle s'est battue, je vous ai passé les détails, mais aujourd'hui, elle travaille aux Nations Unies. Elle est une femme modèle pour plusieurs personnes. Les personnes vivant avec albinisme en Tanzanie sont stigmatisées au point où ils sont même tués pour des causes religieuses, spirituelles et tout. Et c'est cette femme qui est allée en Tanzanie, elle a lutté pour la pénalisation, la carcération des personnes justement qui font justement de la discrimination des personnes vivant avec albinisme une source de revenus spirituels pour eux et même financière. C'est une femme, une héroïne dans l'ombre. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle s'est battue pour les droits des femmes, elle s'est battue pour vos droits. Est-ce qu'on peut acclamer pour des personnes pareilles? Mais nous croyons que demain, voilà, vous serez aussi cette personne qui ferait de la perception de la différence que les gens ont de vous, un élément de force. Et je termine vraiment, vous savez, souvent les prédicateurs disent je termine, mais ils ouvrent des parenthèses. Vraiment, là, je vais terminer avec le dernier slide. Voilà, cette phrase que vous allez retenir que cette dame a dit. Elle a dit que l'influence commence souvent là où une personne décide de transformer sa différence en mission pour la dignité des autres. Votre influence va démarrer lorsque vous allez transformer la différence que vous avez en mission pour la transformation des autres. Je dis et je vous remercie. Merci encore une fois. J'aimerais encore redonner l'applaudissement, s'il vous plaît. C'était tellement riche. L'intervention de notre pasteur Rémi qui a essayé de nous dire la source ou l'origine de la femme, qui elle est et qu'est-ce qu'elle doit devenir. Alors, vous avez du pain sur la planche, très chère dame, très chère femme, de montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes une force et cette force ne doit pas baisser les bras et doit toujours continuer. Encore une fois, veillez, l'ovationner avec des acclamations. Merci. Nous allons procéder à la dernière intervention qui sera effectuée par M. Benoît sur le thème genre, handicap et albinisme, triple vulnérabilité. Alors, lorsque M. Benoît se tient debout et rejoint l'équipe qui est ici devant, je vais demander aussi à toute l'équipe des autorités que nous avons essayé d'accueillir de regagner aussi les sièges qui sont ici devant avec des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Maître Benoît, à vous la parole.
Benoît Chimouan. Je suis en charge de la coordination du bureau diocésain de développement de l'église anglicane, dont le siège est ici. Et c'est l'église qui vous reçoit. Et c'est l'église qui vous a donné ces vocales pour vous aider, de vous échanger, de trouver des pistes, des solutions par rapport à ces problèmes qui gangrènent le monde des Seigneurs. Je voulais dire ceci. Je sais qu'il y a des sessions qui sont passées. Sûrement les éminents prédécesseurs. Venez d'arriver, j'ai trouvé déjà les pasteurs en train de parler. J'ai senti déjà, quand même je n'ai pas été là, j'ai senti que c'était chaud. Et j'ai suivi Maître, juste dès le début. J'ai eu d'autres occupations de ce sortir. Mais déjà, dans les préambules, j'ai senti déjà que l'histoire était aussi fort. Merci pour m'avoir précédé. J'ose croire que ce que je vais dire, peut-être ce sera des compléments. Ce sera des compléments, pourquoi? Parce que quand j'ai discuté avec les organisateurs, j'ai vu qu'ils m'ont dit on essaie d'échanger. Pas pour dire que je viens pour vous parler ce que j'ai. Par contre, c'est un échange. C'est vouloir tout simplement vous donner quelques lignes de réflexion que vous avez et que moi j'ai. On essaie de mettre ensemble. C'est sur les thèmes genre, handicap et albinisme. Et ils ont dégagé ça sur les triples vulnérabilités. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais avant que je progresse, moi je voudrais beaucoup plus tout cela en soigner. Vous voyez, hein? Parfois, ma français, quand il a putain, il est en Anjala. À un certain moment, quand il est en Anjala, finalement, on commence à se dire ah, c'est biche tout d'art. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, absolument dire, je vais essayer un tout petit peu de parler ce que je sais sur ce qu'on appelle le genre, sur l'handicap, sur l'albinisme, et puis tout essayer qu'on gagne ensemble quand nous parlons de triple vulnérabilité. Triple déjà nini ni tatu. Aina vile. Ile tatu inatokea kwa ile genre ya kwanza, c'est une vulnérabilité. Je vais vous expliquer vulnérabilité ni nini. Handicap ndio inakuwa ya pili, et puis albinisme inakuwa ya tatu. Donc ça ni ma problème moya yenye on a rencontré dans le monde par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que les autres sont. Alors, c'est pourquoi il voit ça triple. Donc, il m'est créé, quand on parle de type, triple ni 3. Hein? 3. Donc, 3. Alors, quand on parle de la vulnérabilité, triple vulnérabilité, tout simplement, on voulait tout simplement insinuer dans le sens de dire tout simplement que c'est une faiblesse. C'est une prédisposition à quelque chose. Autrement dit, nous sommes tout à fait nous sommes du fait qu'il est venu, hein, du fait qu'il est venu comme Mwanamouke, ça c'est le genre. Banasema est venu comme Mwanamouke, je suis vulnérable. Il vit tout comme Mwanamouke, on dit je suis vulnérable. Ça c'est le genre. Il vit comme Mwanamouke, mais comme Goufou. Non, je ne suis pas vulnérable. Tu n'as pas été. Mais du fait que nous, Mwanamouke, on me dit, ah ouais, je suis boulé, c'est un pique. Et pour avoir vu Mwanamouke, toi aussi, tu te dis, je suis aussi vulnérable. Mais par contre, ce n'est pas ça. Alors, deuxièmement, on va aller avec un handicap. Handicap est aussi prédisposition physique. Éco-physique, éco-biologique. Ça voudrait dire que c'est aussi, du point de vue physique, du point de vue physique, je n'ai pas été. Et on suppose, pour une fois de bien, on suppose que c'est une vulnérabilité. C'est là où je souhaite vous amener,
c'est pour vous amener à une révolution. Soit de vous amener à une révolution, vous soyez le Seigneur. Révolution, vous soyez le Seigneur. Mais en français, on est chiqué. On révolte. C'est sur le domaine de révolte. Et ma rebelle va être révolutionné. Et va être révolté. Attends, mon nom va être révolté. Si d'autres ne savent pas bien, vous soyez guettés. C'est ça. Donc ça veut dire que du fait que j'ai une prédisposition physique, que ce soit biologique, que ce soit balancé maintenant, à haute affaire qui pourquoi couler? Alors il n'y a pas sa vulnérabilité, ça devient une faiblesse. Mais par contre, ce n'est pas ça. Et qui dicte ça? C'est la société. Qui dicte ça? C'est le commun des mortels. Qui dicte ça? C'est l'entourage. Mais par contre, ce n'est pas ça. Je peux avoir une autre couleur, je peux avoir une malformation physique, je peux avoir une faiblesse du point de vue, parce que je peux faire plus que celui qui est normal. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà. C'est un peu ça, on parle de l'handicap, qui devient comme étant deuxième vulnérabilité. Maintenant pour l'albinisme. L'albinisme, c'est vraiment ça sur lequel nous voulons beaucoup plus parler. C'est comme je l'ai parlé aussi par rapport à... J'ai parlé sur les gens, j'ai parlé de l'handicap. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est la couleur. Hein, vous comprenez un peu? C'est seulement la couleur qui change, mais du point de vue physique, du point de vue macrophie, du point de vue tout, je peux. Alors, ça veut dire que c'est seulement la société, c'est seulement la communauté, c'est seulement les manques de connaissances qui font en sorte qu'on dit non, c'est une vulnérabilité. C'est ainsi que moi je voudrais, Agnès, comme elle est là avec les organisateurs, vous deviez changer ça. Hein? Je parle au nom des organisateurs. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler que c'est la vulnérabilité. Pourquoi parler de l'handicap, triple vulnérabilité, l'albinisme, triple vulnérabilité? Pourquoi? Pourquoi c'est une vulnérabilité? Donc à ce niveau, moi je pouvais déjà terminer mon exposé. Je ne peux même pas continuer parce que ce n'est pas la vulnérabilité. Ah, la vulnérabilité, le fait d'être handicapé, ce n'est pas une vulnérabilité. C'est ça, non? Vrai ou faux? Est-ce que le fait d'avoir une autre couleur qui est, je ne sais pas, blanche ou telle couleur, c'est une vulnérabilité? C'est une faiblesse. Pourquoi on doit parler de c'est une vulnérabilité? Si je suis Mwanamouké, est-ce que c'est une vulnérabilité? Non. Alors, pourquoi Agnès, tu as préféré mettre ça comme une vulnérabilité? Pourquoi? Et j'ai dit ça, ça veut dire que ceux qui commencent à se sous-estimer et à se dire qu'ils sont vulnérables, nous ne pouvons pas dire. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc c'est vous-même. Il n'y a personne qui a dit, vous m'avez donné ce titre et ce sujet. Vous me dites non, parlez sur le genre handicap comme étant triple vulnérabilité. En quoi c'est une vulnérabilité? Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais commencer à réfléchir avec vous-même pour qu'on se comprenne bien en quoi c'est une vulnérabilité. Alors, si déjà dès le départ, on se comprend bien, vous et moi, qu'à une faiblesse, à une prédisposition, moi, il n'y a pas de vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est un terme, c'est vraiment une faiblesse. On s'est dit, parce que nous n'avons pas fait. Quand nous avons vu, nous ne sommes pas prédisposés pour malade fulani. Quand nous avons vu, donc, Michel Oufania qui est fulani. Quand nous avons vu, Michel Oufania, c'est ça la vulnérabilité. On se rend compte qu'on est faible par rapport à une situation donnée. Alors on doit corriger ça dès le départ. Ah, il a triple vulnérabilité. Ce n'est plus des vulnérabilités. Alors, néanmoins, on va essayer quand même de parler pour qu'on arrive à faire ce qu'on appelle une action publique. Aux autorités qui sont sur place, qui comprennent que nous devons avoir une démarche commune pour qu'on déclenche des actions politiques pour faire valoir que du fait que je suis prédisposé
à avoir telle couleur, à être un handicap, nous devons avoir des droits. Et ces droits-là doivent être des droits universels. Quand on parle de droits universels, je crois que Maître l'a parlé. L'universalité des droits, ça supposait que Moutouyoto Nazareth, en tant qu'être humain, il a le même, que ce soit la race, que ce soit les sexes, que ce soit la religion, que ce soit ainsi de suite. Nous avons le même droit. Donc ça veut dire que si moi j'accède à tel poste, il faut que tel aussi doit accéder. Si moi j'accède à ceci, donc les soins, les lits, tout ça, dans la généralité. Alors, c'est ainsi que le thème tu peux aller. Allez-y. Dans les mots introductifs, maintenant que je me suis mis d'accord avec vous qu'il fallait que ce thème change, je vais maintenant aller un peu plus vite. Mais beaucoup plus, je vais vous parler des actions publiques qui doivent être menées. On nous dit que la dignité humaine est universelle, comme je l'ai dit. C'est universel. C'est inaliénable. Nimamoto Yamufunguvu, dans des termes très simples, ça veut dire que je ne peux jamais vendre mes droits à moi. Dignité en Oniyan. On nous dit que les femmes albinos vivant avec handicap subissent des cris de marginalisation. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Alors, l'objectif de cette communication, qu'est-ce que je voudrais vous communiquer? Qu'est-ce que je voudrais échanger avec vous? Je voudrais tout simplement mettre à votre disposition certaines petites lumières. Mon gaz, un peu de mon gaz au poids. Sur quoi? Sur les défis. Et sur les propositions des pistes d'inclusion. Je voulais dire que on relève certains défis que vous avez déjà. Dans l'ensemble, je viens de relever avec vous. Mais on va faire un effort de proposer certaines pistes d'inclusion. Les pistes d'inclusion, c'est vrai. Mais aussi, je pourrais être un tout petit peu révoltant tout en disant, mais est-ce qu'il y a exclusion? Est-ce qu'il y a exclusion pour qu'on parle de l'inclusion? Bien sûr. C'est pour ça même l'objet d'appeler ces autorités qui sont devant nous. Je crois qu'il y a des autorités qui sont là. Donc, nous voudrons dire tout simplement qu'effectivement, il n'y a plus d'exclusion. C'est pourquoi nous parlons de l'inclusion. On peut parler de quelque chose qui est quand on trouve que son contraire est déjà là. C'est pourquoi on parle de l'inclusion, parce que l'exclusion est là. Mais nous voudrons faire appel aux autorités qui sont par devant nous pour leur dire qu'il faut mener des démarches d'inclusion. À 100%. Il faut inclure toutes les parties prenantes, que ce soit race, que ce soit physique, que ce soit nimi, dans les affaires publiques pour la dignité humaine. Alors, c'est ainsi que le message que je voulais vous proposer, ce serait de respecter et d'inclure, c'est construire une société juste. Plus on respecte la dignité humaine, voilà. Donc je disais, plus on respecte la dignité humaine, on l'inclut et ça nous amène à une construction d'une société digne et inclusive. Inclusive, ça voulait dire que ça prend en compte tout le monde et toutes les parties prenantes. Ça voulait dire que la moto on a trouvé Moulendane. Alors, laissez-moi passer un peu vite en disant, comme je l'ai dit, le genre, comme vous le savez, on parle du genre, c'est quand on parle d'une femme, ils sont souvent victimes d'une égalité sociale, économique, culturelle. Et beaucoup plus la culture. C'est la culture qui prédispose à dire que
hivyo mwanamke wewe utaanza kupika mboga na mgari, hivyo mwanaume wewe utaanza kwenda kutumika makazi ya nguvu, wewe mwanamke wewe ndio utafunda masomo, wewe kala kibikembele banani banaume unaona juu watakoa ainsi de suite. Ça c'est beaucoup plus la culture. Et l'handicap, comme je l'ai dit, c'est une prédisposition physique il y a une prédisposition physique qui peut faire obstacle à quelque chose, à l'éducation ou à quoi. Et ainsi aussi, l'albinisme, comme je l'ai dit, c'est juste une prédisposition biologique et tout. Alors, on nous dit la combinaison de ces trois réalités crée une vulnérabilité unique et profonde. Et j'ai dit déjà que Agnès doit enlever ça à partir d'aujourd'hui, que ce n'est pas une vulnérabilité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que nous retrouvons comme conséquence? Matokeo mabaya ya yetu tunasema vulnérabilité. Quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences sociales. Ma conséquence sociale est nini? C'est l'exclusion. Voilà. On suppose que du fait que vous vivez, pour la prédisposition physique, pour la malformation physique, pour la malformation biologique, pour la maladie, tu es vulnérable. Alors là, on fait quoi? On fait l'exclusion. L'exclusion, c'est le rejet. L'exclusion, c'est quoi? La discrimination. C'est ainsi que je reviens encore en disant, il ne faut pas que ça soit dans nos têtes que c'est une vulnérabilité. Je corrige encore une fois. Il ne faut pas que ça soit dans nos têtes que c'est une vulnérabilité. Ce n'est même pas une vulnérabilité. Pourquoi? Parce que nous avons le même droit, nous avons les mêmes capacités, les mêmes compétences physiques et sociales que nous devons prévoir dans la vie. Donc, comme conséquence, il y a l'exclusion parfois scolaire, il y a parfois l'exclusion professionnelle, du fait qu'on pense qu'il est vulnérable. Non, non, oui, quand j'ai entendu. Oui, quand j'ai entendu. Or, ce n'est pas ça. Il faut corriger. Même pour accéder aux soins, il y a toujours cette exclusion-là. Donc, ce sont des conséquences que nous retrouvons parfois. Il y a des violences verbales, des violences physiques, psychologiques même, comme des conséquences. Donc psychologiquement, quelqu'un commence même à être violenté psychologiquement. Ça veut dire que les mental commencent à être touchés. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences de cette exclusion-là, de cette vulnérabilité. On commence à se dire, bon, il va prendre ce maïs. Donc ça veut dire que tu as toutes les capacités de faire quelque chose, mais du fait que le mental, il faut déjà toucher, tu commences déjà à te dire, ah, est-ce que quand même il a fait psychologiquement, tu commences à te sous-estimer. Bon, ce n'est pas ça. Donc, je suis allé avec vous, étape par étape, tout est en vous révolutionnant. Ça veut dire que ce n'est pas ça. Donc, les conséquences de cette vulnérabilité, vous ne pouvez pas les prendre comme étant quelque chose d'importance. Par contre, il faut balayer ça, parce que ça risque encore d'atteler. Il y a des isolements sociaux comme étant des conséquences sociales. Il y a des pertes même de confiance en soi. Voilà ce que je vais te dire. C'est-à-dire qu'on n'a plus de la confiance en lui-même. Ça sont des conséquences. Et ça aboutit même à un impact direct sur la dignité et même l'inclusion. Donc ça veut dire que même si on cherche à te réintégrer, on commence quand même à... Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des conséquences sociales, communautaires, qui ont touché la psychose, la mémoire et tout. Et on s'est dit, non, même si je vais faire quelque chose, même si je vais m'intégrer, ça ne générerait pas la
l'a bien reçu. Or, ce n'est pas ça. Alors, quelques témoignages et réalités que j'ai voulu aussi partager avec vous, mais qui n'est pas très important, c'est que vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, quand on parle d'une femme à divorce handicapée, souvent, ils sont invisibles dans la politique publique. C'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas, comme je l'ai dit, du fait seulement qu'on se dit qu'on est vulnérable. Alors, dans les espaces de décision du pays, pourquoi pas il faut aussi y être? Et ça, j'appelle encore aux autorités. Il faut faire encore des démarches, il faut faire un effort. Nous avons les droits universels, nous avons la dignité humaine, qui sont universels. Donc ça voulait dire que tout droit est promis pour tout être humain. Qu'il s'assoit la manière dont Dieu l'a créé, il a le même droit. Il a le même droit. Mais, dans la plupart des cas, dans les témoignages, dans la communauté, aux autorités encore nigériennes, je leur demande de soutenir les initiatives locales. Il faut soutenir les initiatives locales et associatives des autres. Il faut soutenir toutes ces initiatives collectives pour aboutir à ce qu'on est en train de chercher. C'est l'inclusion. C'est l'inclusion. Nous donner certains privilèges, accorder des crédits aux femmes qui ont des atouts, qui font des petits commerces pour que ces femmes-là puissent évoluer. Mais si nous, les femmes, nous restons à croiser les bras, cela ne viendra pas nous suivre dans nos maisons ou dans nos bureaux. Nous devons nous mettre debout pour faire le plaidoiries par rapport à cela. Ça, c'est pour nos droits garantis devant la justice. L'octroi des terres, l'héritage, il y a certaines provinces jusqu'à ce jour, la femme ne peut pas hériter. Vous connaissez cela? La femme ne peut pas hériter. Hier, j'ai même suivi au maniement, on a dit la femme ne peut pas hériter des terres de ses parents parce que c'est une femme. Vous comprenez jusqu'à quel niveau les droits de la femme sont toujours bafoués. Mais on dit les droits garantis. Jusque-là, nos droits ne sont pas garantis. Nous devons continuer à lutter, même après le mois de mars, à ce que nos droits soient réellement garantis, à tous les niveaux. Le deuxième concept qui m'intéresse dans le thème de l'année, c'est l'autonomisation durable, surtout le mot durable. On peut chanter aujourd'hui l'autonomisation. L'autonomisation, et après le mois de mars, la femme qui était debout à faire quelque chose, elle reste encore assise, elle ne fait plus rien. Aujourd'hui, nos jeunes filles, elles sont parfois traînées par terre, parfois les hommes ne les prennent pas en considération parce qu'elles ne font rien. J'ai entendu, je pense ici, c'est pas dans une conférence hier, que les femmes aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles étudient, elles vont même à l'université en attendant le mariage. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité?